d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez la définition et la différence entre la grippe et le Covid. Oui, bonjour à vous et merci pour cette sollicitation. Donc, c'est une question très intéressante. La grippe et le Covid. Alors, certes, nous sommes actuellement l'été, donc ces infections ne sont pas forcément au devant de la scène, mais on est sur deux infections virales. La grippe qui, comme vous le savez, traditionnellement évolue par épidémie hivernale en général, donc sur les périodes, on va dire, de décembre à février essentiellement. Et de plus en plus, on s'aperçoit que les grippes peuvent aller jusqu'à avril, voire mai. Et le Covid, pour l'instant, qui est aussi une infection virale respiratoire, reste une infection qui évolue tout au long de l'année et on l'espère bientôt deviendra aussi une infection banale saisonnière. Donc, comme je le disais, ces deux infections sont liées à un virus, mais des virus très différents. Le virus de la grippe sont connus depuis très longtemps. Ils évoluent régulièrement, d'où la nécessité de réajuster les vaccins et vont entraîner des tableaux respiratoires qui peuvent aller de choses très bénignes à des choses un peu plus graves, ce qu'on appelle des grippes malignes qui peuvent nécessiter des hospitalisations, voire des réanimations. Le Covid, comme vous le savez, au départ était une maladie émergente, donc un virus totalement nouveau chez l'humain, de la famille des coronavirus. Il y en a beaucoup et dont certains maintenant sont des virus totalement bénins. Et le nouveau coronavirus qu'on appelait le SARS-CoV-2 a évolué depuis 2020 avec de nombreuses mutations pour devenir actuellement un virus quand même globalement atténué, notamment chez les personnes immunocompétentes, mais chez les personnes immunodéprimées, il faut continuer à rester vigilant car il est toujours là, il est responsable d'infections, comme je le disais, pas forcément hivernales, mais toute l'année. Actuellement, il y a quelques cas de Covid. Donc, il faut garder encore une vigilance sur ce virus qui, j'espère, bientôt deviendra un virus beaucoup moins virulent et beaucoup moins agressif. J'aimerais que vous nous expliquiez les différences entre les différents types de vaccins. Pourquoi il est important de se faire vacciner contre la grippe quand on souffre de maladies comme la spondylarthrite ankylosante ou d'autres maladies chroniques? Alors, c'est sûr que comme le Covid, encore une fois, était un virus nouveau, on a développé et utilisé des nouvelles technologies pour élaborer un vaccin. C'est ce qu'on appelle des plateformes. On a utilisé plusieurs stratégies vaccinales, mais au total, finalement, celle qui reste après quelques années de développement d'actualité, ce sont les vaccins à ARN. Donc ces fameux vaccins dont on a parlé pendant la pandémie, c'était les premiers vaccins disponibles, qui s'avèrent être finalement les vaccins les plus efficaces même s'il confère une immunité dans le temps qui est relative, d'où la nécessité de faire des nouvelles injections avec le même vaccin ou un nouveau vaccin, puisque le virus évolue. Et l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet de faire des vaccins beaucoup plus rapidement que les vaccins traditionnels. La grippe, elle, utilise une stratégie vaccinale plus ancienne où on va produire des vaccins sur des œufs embryonnés. C'est pour ça que les personnes allergiques aux protéines d'œufs sont contre-indiquées à cette vaccination. Dans un vaccin contre la grippe, on va retrouver trois souches vaccinales. Pour faire simple, il y a deux grands types de virus de grippe, des A, des B, et dans le vaccin, il y aura deux virus de type A, dont celui de la pandémie H1N1 de 2009 et un virus de type B. C'est un vaccin qui est totalement inactivé, qui n'a aucun risque de réplication et qui se fait, comme vous le savez, tous les ans. Et tous les ans, l'OMS réévalue euh, la composition de ce vaccin pour l'ajuster au mieux à l'épidémie à venir. Avec, pour l'instant, avec ces vaccins contre la grippe, une efficacité qui n'est pas, on le sait, de 100%, qui est, selon les profils de patients, de l'ordre de 50 à 80%. Alors pourquoi il est important de se vacciner contre la grippe quand on a un rhumatisme inflammatoire chronique et plus particulièrement une spondylarthrite ankylosante? Eh bien parce que, comme je le disais, vu l'immunité un petit peu altérée, qu'elle soit liée à la maladie ou au traitement, on est plus à risque de faire des formes graves. Alors certes, vous allez me dire,
La réponse au vaccin sera peut-être moindre, c'est sûr, mais on sait que les personnes vaccinées feront des formes atténuées de la maladie. Ce qui est important aussi pour vous, c'est que votre entourage soit vacciné afin qu'il vous protège. Si les gens qui vivent sous le même toit sont vaccinés, vous avez moins de risques de contracter la grippe et donc moins de risques de développer une grippe sévère. C'est à peu près la même chose pour le Covid, même si actuellement pour le Covid, on va vacciner plutôt les personnes à risque et actuellement moins les autres personnes du fait de moindres formes graves chez les gens non immunodéprimés. En termes de tolérance ou d'effets indésirables, on peut dire que globalement, les vaccins qu'on utilise contre le Covid ou contre la grippe sont des vaccins qui sont très bien tolérés. Il y a plusieurs types d'effets indésirables, hein. Il y a des effets indésirables classiques communs à tous les vaccins et qui sont en général très rapides par rapport à l'injection. C'est tout ce qui va être douleur au point d'injection, ce qui est plutôt bon signe puisque c'est souvent le reflet de votre activité immunitaire à l'endroit où on a injecté le vaccin. Il peut y avoir très rarement des petits états fébriles de fatigue, de courbature, très transitoires, beaucoup moins que la maladie, qu'elle soit grippe ou Covid. Ça, c'est les effets qu'on voit le plus souvent. Et après, il y a des effets exceptionnels, voire rarissimes, hein. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Pour les vaccins contre la grippe, puisque vous m'avez posé la question au départ, ils sont très très rares, ces effets. Donc, ça peut arriver de façon très exceptionnelle. Donc, dans ces cas-là, s'il y a la moindre chose après un vaccin, dans les semaines qui suivent, voire parfois dans les mois, hein, il ne faut pas hésiter à en parler à votre pharmacien, qui est un bon relais, à votre médecin. Et dans ces cas-là, il pourra vous dire ou pas si l'effet est en rapport avec le vaccin et faire une déclaration de vigilance, pharmacovigilance. Et pour le Covid, j'ai envie de dire que c'est à peu près la même chose. Des effets sur le long terme sont très rares, même s'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ces vaccins au début, puisqu'on ne les connaissait pas. On sait maintenant avec le recul qu'ils sont très bien tolérés. C'est pour ça qu'on les recommande aussi largement. Mais encore une fois, si vous avez le moindre doute sur un effet indésirable, hormis les effets que j'ai cités initialement, il faut également en parler à votre soignant. Lorsqu'il y a donc une des contre-indications à la vaccination serait l'allergie aux protéines de l'œuf, puisque les vaccins sont produits sur des œufs embryonnés. Et là aussi, la HAS a récemment recommandé d'utiliser un vaccin nouveau qui n'est pas produit sur œufs embryonnés et donc éventuellement pour les personnes allergiques, la possibilité d'utiliser ce vaccin. Concrètement, comment se prémunir des deux et vers qui me tourner pour me faire vacciner? Alors, encore une fois, une bonne question. Alors, si on essaie de séparer peut-être de façon un peu artificielle grippe et Covid, alors pour la grippe, comment se prémunir? Donc, il y a plusieurs stratégies. Il y a tout d'abord les stratégies que j'ai citées au départ, qui sont des gestes barrières, hein. Ne pas oublier les gestes barrières, surtout en période hivernale. Si vous avez le moindre doute quand vous prenez les transports en commun ou autres, vous pouvez porter un masque, vous lavez les mains avec des solutions hydroalcooliques pour éviter, si vous touchez des objets souillés par les virus, de vous contaminer. Ensuite, contre la grippe, vous recevrez, lorsque vous êtes en ALD, tous les ans un rappel par la poste pour aller vous faire vacciner en pharmacie. Et pour le Covid, on peut dire à peu près les mêmes choses, gestes barrières d'une part et rappels vaccinaux en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes. Et là aussi, c'est régulièrement remis à jour. Donc, vous pouvez en parler avec votre médecin, votre pharmacien. Et donc, la réponse à votre question, où réaliser cela, ça se fait le plus souvent en pharmacie, où désormais tous les vaccins qui rentrent dans le calendrier vaccinal sont réalisés par le pharmacien, ou bien ça peut être réalisé par votre médecin traitant. C'est vraiment les choses préventives les plus importantes. Ensuite, il peut y avoir dans certains cas, si vous n'avez pas été vacciné, si vous avez été vacciné la veille et que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la grippe ou en contact avec quelqu'un qui a le Covid et que vous êtes à risque grave de ces maladies, il faut en discuter très rapidement avec des médecins parce que exceptionnellement,
on peut débuter des traitements préventifs, soit contre la grippe, soit contre le Covid, pour limiter la maladie ou bien encore une fois faire que la maladie soit atténuée. Mais là encore, c'est du domaine de l'expert qui pourrait être votre médecin traitant pour la prescription. Est-ce que l'homéopathie, utilisée en prévention, est aussi efficace qu'un vaccin contre la grippe? Alors, c'est une question que nous avons souvent en consultation, hein, que nous avons beaucoup eu. J'ai l'impression que je l'ai un peu moins. J'ai l'impression, alors, je vois moins de patients avec des RIC en étant infectiologue, mais d'autres patients avec des immunités altérées. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'adhésion, un peu plus de confiance dans le vaccin à la grippe, un peu plus de gens qui se vaccinent contre la grippe, même si cette année, les chiffres n'étaient pas forcément dans ce sens-là au niveau national. Bien évidemment il n'y a pas d'études, pour être très clair, qui comparent homéopathie et vaccin, hein, ça c'est sûr. Donc je ne pourrais pas répondre formellement. Mais en revanche, sur les seules études que l'on a, c'est-à-dire des études qui comparent vaccin versus rien, on montre bien évidemment une supériorité du vaccin, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les limites qu'on n'est pas à 100%. Et donc l'homéopathie, pour moi, n'est pas une solution alternative qui a fait ses preuves et qui donc, si on veut pour répondre à votre question, il faudrait des études, ce qu'on appelle des essais randomisés, comme on a fait avec toutes les stratégies vaccinales, pour pouvoir répondre formellement. Pourquoi l'immunité diminue-t-elle avec l'âge? Et comment se prémunir? Est-ce qu'il y a des vaccins améliorés pour les plus de 65 ans? L'AHAS, qu'est-ce qu'elle préconise? Alors, c'est une très bonne question là aussi, parce qu'on a parlé de la baisse de l'immunité liée à des maladies auto-immunes, mais on connaît aussi la baisse de l'immunité liée à l'âge. C'est un terme même défini qui est l'immunosénescence, donc le vieillissement du système immunitaire qui arrive chez tout un chacun. Alors, c'est difficile à dire, mais après 70 ans, après 75 ans, où on voit que le système immunitaire est un peu moins réactif et c'est pour ça que souvent on propose dès 65 ans, quel que soit le statut, de faire un vaccin contre la grippe, désormais contre le pneumocoque, comme c'est le cas pour les patients atteints de RIC. Donc ça, c'est un fait, on peut entre guillemets pas y faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est forcément essayer de vieillir en bonne santé. Comment? En diminuant sa consommation de tabac, qui va moins altérer les défenses immunitaires et moins altérer vos poumons, voire l'arrêter, en ayant une alimentation la plus diversifiée possible, car on sait que certaines carences peuvent diminuer le système immunitaire. Alors je pense à la vitamine D, qui est très importante chez les patients atteints de RIC, et souvent il y a des supplémentations par vitamine D mensuelles ou trimestrielle ou pendant les mois d'hiver, puisque la vitamine D est sécrétée par le soleil. Le zinc aussi est un élément important, donc les gens sont rarement carencés en zinc, mais c'est des choses qu'il faut avoir par une alimentation diversifiée. La vitamine C également, en consommant l'hiver, par exemple, des fruits, des kiwis ou autres. Le fer est très important. Donc tous ces oligo-éléments, ces vitamines peuvent contribuer au système immunitaire et sont des choses que l'on peut faire de façon assez simple sans passer par des stratégies vaccinales. Pour ce qui est des vaccins et des personnes âgées, les seules données que l'on ait, c'est avec le vaccin contre la grippe. Il y a un vaccin qui est fortement dosé, qui n'était pas disponible cette année, qui était disponible les années précédentes et qui le sera, je pense, pour la prochaine campagne, qui est un vaccin dont, voilà, si vous allez chez votre pharmacien, il connaîtra très bien là, le nom, qui est donc plus dosé en virus, entre guillemets, pour entraîner une réponse plus importante de votre système immunitaire. Et c'est ce vaccin qui sera privilégié chez les personnes âgées, je pense, sur la prochaine campagne. Pour les personnes de plus de 65 ans, la Haute Autorité de Santé a récemment recommandé d'utiliser préférentiellement 2 vaccins, dont un nouveau. Donc pour cela, rapprochez-vous de votre médecin traitant ou votre pharmacien. En cas d'indisponibilité de ces 2 vaccins, il y a toujours bien évidemment la possibilité de réaliser le vaccin classique. Le VRS, qu'est-ce que c'est? Et qui doit se faire vacciner et pourquoi? Alors c'est encore une fois une très bonne question. Donc le VRS, en fait, vous le connaissez, ce petit virus qui s'appelle le virus le respiratoire syncytial, VRS, c'est le virus de la bronchiolite.
Donc, on le connaît très bien parce qu'il est très connu pour les petits-enfants, les tout petits-enfants, les nourrissons, qui vont faire ces infections, qui vont mimer de l'asthme et faire des sortes de crises d'asthme qu'on appelle des bronchiolites qui peuvent hélas les amener à l'hôpital, notamment sur la période hivernale, une période qui commence avant souvent la grippe, qui peut commencer assez tôt dans l'automne. Donc, on a des stratégies pour protéger les enfants, mais je pense que votre question ne concerne pas les enfants. Mais on a également des stratégies pour les adultes depuis peu, avec justement des vaccins, encore une fois, et deux types de vaccins contre le VRS, des vaccins plus classiques avec des protéines recombinantes, et bien également aussi un vaccin ARN qui a été développé. Ces vaccins sont, pour l'instant, ont une autorisation de mise sur le marché pour les plus de 70 ans, mais n'ont pas encore, hélas, le remboursement pour les personnes âgées ou immunodéprimées. La seule personne qui pourra accéder au vaccin de façon remboursée sera la femme enceinte pour justement avoir une prévention de son enfant pendant la petite enfance. Mais vous savez que les choses évoluent et que ce vaccin étant très actif, ayant fait ses preuves, il se peut qu'il soit bientôt remboursé. Après, comme tout vaccin, si une personne souhaite se faire vacciner, le médecin peut le prescrire et si la personne a une bonne mutuelle ou bien si la personne a peut-être des ressources meilleures, peut accéder à ce vaccin en attendant le remboursement. Bien évidemment, l'idéal serait que ce soit remboursé. Pourquoi une telle défiance envers la vaccination? Pour une dernière question, ce n'est pas la moindre. Puisque cette question voilà, pourrait nécessiter une réponse d'une heure, mais on fera une réponse d'une minute. Cette défiance pour la vaccination, c'est vrai qu'elle existe depuis très longtemps, hein. Dès les vaccins contre la variole, hein, avec la vaccine de Jenner au XVIIIe siècle, on a déjà eu les premiers anti-vax. Donc cette défiance, elle est très ancienne, y compris du temps de Pasteur, que l'on a l'Institut Pasteur, où on a pensé qu'ils allaient se faire de l'argent sur le dos des gens. Donc il y a une défiance très ancienne. On va dire qu'elle a été médiatisée, acutisée durant la crise Covid avec différentes raisons, hein. Si on en revient aux personnes et à la vaccination, on peut dire qu'il y a trois types de personnes et de réactions vis-à-vis de la vaccination. Il y a la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce que l'on voit, ce sont les personnes qui sont contre les vaccins, avec parmi elles une minorité qui vont être totalement contre les vaccins et une autre partie qui va être hésitante. Et enfin, la face émergée, la plus grosse partie des personnes qui seront adhérentes au vaccin à partir du moment où le médecin expliquera et donnera des informations claires et loyales. Alors, comment expliquer maintenant ce mouvement anti-vax? Il y a plein de raisons, hein. Comme je disais, on n'a pas le temps de toutes les aborder. Ces raisons peuvent être très anciennes, hein, comme l'absence d'immunité naturelle. En fait, on se dit qu'il vaut mieux avoir la maladie, comme par exemple la rougeole, et se développer sa propre immunité plutôt que d'avoir le vaccin. Or, on sait tous les effets que peuvent avoir la rougeole. Alors, certains vaccins, bien évidemment, sont à évaluer avec votre médecin parce qu'ils peuvent être contre-indiqués en cas de baisse du système immunitaire. D'autres, en fait, d'autres évoquent l'enrichissement de l'industrie pharmaceutique, ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'autres évoquent des effets indésirables liés au vaccin ou bien liés aux adjuvants, qui sont ces substances qui augmentent la réponse du système immunitaire. D'autres évoquent le manque de recul, ce qui a été le cas pour les vaccins ARN. Donc, un panel de raisons que j'ai balayé rapidement qui fait que ces mouvements d'hésitation sont là. Mais globalement, encore une fois, je pense que c'est très minoritaire. On voit que depuis l'avènement des vaccins obligatoires chez les enfants en 2018 et l'élargissement de ces vaccins obligatoires, il y a une bien bonne, mais bien meilleure adhésion des parents à la vaccination. Donc, je ne dis pas qu'il faut rendre tous les vaccins obligatoires, mais au moins chez les nourrissons, il y a des vaccins qui sont obligatoires pour entrer à l'école. Et on a l'impression que, encore une fois, les personnes adhèrent mieux à la vaccination, même si on ne comprend pas toujours pourquoi certains voudront tel ou tel vaccin par rapport à d'autres. Et donc, c'est à nous, médecins, à vous, patients experts, de faire des travaux de pédagogie, de sensibilisation, de vulgarisation pour essayer de comprendre justement les raisons, de trouver des leviers pour améliorer et élargir la couverture vaccinale parce qu'en se protégeant
en se vaccinant soi, on se protège soi, mais on protège également les autres avec les concepts de vaccin pour soi et également de vaccination pour les autres, ce qu'on appelle la vaccination altruiste.